Bien, rebonjour. On recommence, 4e chapitre. Donc on va parler de l'approche critériale des constructions de portée-discours et sur le statut, en particulier l'analyse morphosyntaxique des marqueurs de topic, focus et question dans les langues où ces marqueurs sont visibles, sont morphologiquement et phonologiquement réalisés. Alors, d'abord, l'approche critériale. C'est l'idée que la périphérie gauche est peuplée par un système de têtes fonctionnelles, en plus par rapport aux têtes qui délimitent l'espace dont on a parlé avant, des têtes qui sont liées directement à l'expression de portée, des propriétés de portée-discours, donc topicalité, focus, portée des différents types d'opérateurs. Ce système de particules dans cette analyse a une double fonction en syntaxe et une autre fonction au niveau d'interface. En syntaxe, ces têtes, appelées les têtes critériales, attirent le mouvement. Donc, c'est des déclencheurs du mouvement et en particulier attirent le mouvement d'un syntagme marqué par le trait correspondant. Donc, par exemple, la tête Q pour les questions attire un élément WH qui sera aussi marqué par le même trait. Et vraisemblablement, la même chose arrive pour le topic et pour le focus. Et puis, au niveau d'interface, avec le son et le sens, donc aux deux niveaux d'interface de la forme phonétique et de la forme logique, les têtes critériales ont la fonction de guider les processus interprétatifs, en particulier à l'interface avec la forme phonétique pour l'assignation du contour intonationnel. Très souvent, ces constructions scope discourse sont marquées par une intonation spéciale. Et donc, là, selon ce modèle, la tête critériale donne des instructions sur l'assignation du contour. On va voir quelles sont certaines caractéristiques. Et sur le niveau de la forme logique, le système d'interface interne avec les systèmes de pensée, disons, les systèmes de raisonnement, etc., les têtes critériales donnent des instructions pour l'interprétation des configurations pertinentes et des conditions qui définissent aussi l'usage approprié dans le discours de ces configurations. On va voir tout de suite quelques exemples. Bon, donc, selon l'approche critériale, des constructions anglaises comme 1 ont des représentations comme 2. Donc, en 1A, vous avez une question WH, which book should you read? En 1B, vous avez une topicalisation, une construction topique commentaire, this book you should read tomorrow. En 1C, vous avez une construction focale, en particulier construction avec focus correctif, par exemple. This book you should read, not that one, où il y a cette intonation spéciale pour ces constructions. Et l'interprétation focale est aussi, en quelque sorte, exprimée par cette petite structure à la fin où on exclut l'alternative qu'on nie, qu'on met de côté dans la correction. Donc, tu devrais lire ce livre plutôt que cet autre livre. Je continue à utiliser la convention d'exprimer de manière assez rudimentaire l'intonation spéciale qui va avec le focus en utilisant des lettres majuscules. En tout cas, ces trois configurations ont, selon l'approche critériale, une représentation comme en 2, où il y a ces têtes
Q, top, focus, qui sont exprimés et qui ont donc cette double fonction. Ils attirent l'élément vers la périphérie gauche et ils déterminent les propriétés de ces structures sur les deux interfaces de la forme phonétique et de la forme logique. Voilà, pourquoi parle-t-on de critères? On me pose souvent cette question. J'ai mis une petite slide. En réalité, il y a un rapport analogique très vague, comme c'est souvent le cas dans le cas de l'analogie. On a un tout petit peu discuté ça la dernière fois, avec le critère thématique. Il y a ce principe bien connu, important, qui est le critère thématique, et qui dit qu'un argument un argument doit nécessairement correspondre à un rôle thématique, et un rôle thématique doit nécessairement correspondre à un argument. Donc on ne peut pas laisser des rôles thématiques sans arguments qui le reçoivent, ni d'arguments qui ne reçoivent pas de rôle thématique, n'est-ce pas? Ça, c'est un principe tout à fait fondamental au niveau de la théorie government and binding, et ensuite ça a été repris dans des cadres plus récents. L'analogie très vague que j'avais vu, qu'on avait vu à l'époque, parce que là, il y a d'autres qui ont participé dans la sélection de ce terme de critère, Robert May, en particulier David Pézetsky, avaient discuté la chose un peu en ces termes. L'analogie assez vague est que l'assignation thématique et la configuration critériale impliquent une configuration locale où il y a une tête et un syntagme, et le syntagme reçoit une propriété interprétative sur la base des propriétés de la tête, fondamentalement. Donc, comme si vous prenez une séquence comme deux gens parlent, le verbe parler, en quelque sorte, doit aller avec l'instruction. Mon spécificateur doit recevoir le rôle d'agent, puis ça sera plus sophistiqué avec petit v, etc. Mais en gros, il faudra formuler les choses de cette manière. Analoguement, l'élément qui porte le trait Q ira avec la propriété interprétative. Mon spécificateur doit être interprété comme un opérateur interrogatif qui a porté sur mon complément. Voilà, ça c'est toute l'analogie, mais l'analogie s'arrête bientôt, comme vous le voyez, parce qu'il y a des différences énormes, évidemment. Dans le cas de l'assignation thématique, c'est un phénomène qui concerne fondamentalement le lexique de contenu, tandis que le système critérial concerne exclusivement des têtes fonctionnelles. Puis il y a la division du travail typique entre l'assemblage interne et l'assemblage externe, internal merge, external merge, en ce que l'assignation thématique se fait typiquement dans des structures où l'assemblage a été externe, donc il n'y a pas de mouvement. On n'arrive pas à une position thématique par le mouvement, tandis que l'assignation critériale se fait toujours à partir de positions qui ont été rejointes par mouvement. Donc il y a beaucoup de différences, mais voilà la base historique un peu de l'origine de ce terme. Voilà, si vous prenez une langue comme l'anglais, les têtes critériales ne sont pas réalisées. On peut dire que dans une structure comme 2A, fondamentalement, Q est réalisé en surface, en ce qu'il attire le mouvement de l'auxiliaire, et donc la position est réalisée par l'auxiliaire, effectivement. Mais dans le cas du topique, du focus, il n'y a pas de réalisation. Par contre, il y a des langues, il y a beaucoup de langues, où on réalise ces têtes de manière explicite. Ici, l'exemple est du Gungbe, que j'ai déjà cité avant. Donc, cette discussion est fondée sur le travail de Eno Kabo. Donc, vous avez que quand il y a un topique, comme dans un A, je pense que ce livre, tu dois le lire demain, ce livre, vous voyez, se manifeste avec ce marqueur IA qui désigne les topiques. Donc, ça veut dire mon spécificateur ou l'élément à côté de moi doit être interprété comme topique. Analoguement,
pour les structures avec focus, donc un 1B, je pense que ce livre, je dois lire pas celui de Sourou, donc un cas aussi de focus ici correctif. Il y a un autre marqueur qui est ouais et qui désigne le focus correctif, le focus tout court en effet, parce que cette position est utilisée aussi pour d'autres types de focus. Ensuite, un C, vous avez un cas où il y a et un topique et un focus qui peuvent être coprésents, présents en même temps dans la périphérie gauche de la phrase. Donc vous avez le complémentaire qui correspond à date, qui est do dans la langue, et ensuite vous avez le topique marqué par ya et le focus marqué par ouais, dans cet ordre rigide. Et on reviendra sur les questions d'ordre. Donc, dans ces langues, on rend visible ce qui, en anglais, reste fondamentalement non prononcé. En anglais ou dans les langues romanes, reste fondamentalement non prononcé. Ce n'est pas toujours le cas que dans la langue indo-européenne, on ne prononce pas ces entités. Par exemple, dans certaines variétés du néerlandais, on prononce l'élément qui correspond à Q, donc le marqueur des questions. Donc, si vous prenez une question indirecte comme un A, je ne sais pas. Ça c'est pas du néerlandais standard, hein, mais il y a plusieurs variétés où on a cette possibilité de structure. Ensuite, vous avez une question indirecte, je ne sais pas qui Jean a vu, qui Jean vu a, étant donné que la langue est une langue à tête finale, au moins dans certains niveaux de structure. Et vous voyez qu'à côté de l'élément qui, vi, il y a cet élément of qui correspond à if, donc l'élément qui correspond à si, fondamentalement, mais qui marque non seulement dans ces variétés les questions oui-non, mais aussi les questions WH, les questions partielles surconstituantes. Et donc vous avez cette réalisation possible. Quelqu'un a proposé que même est-ce que en français pourrait être analysé de cette manière. Alors si vous pensez à la manière dans laquelle est-ce que est écrit, vous avez l'impression de quelque chose de très complexe, comme deux, qui est-ce que tu as vu. La manière de l'écrire, évidemment, suggère son origine à partir de la construction clivée. Donc nous avons la construction clivée, ces gens que j'ai vus, ensuite c'est qui que j'ai vu, ensuite mouvement, qui c'est que j'ai vu, et inversion, qui est-ce que j'ai vu. Mais après tout, à l'oral, est-ce que est simplement une petite syllabe, hein, est-ce que justement, et il n'est pas déraisonnable de penser, comme Cheng et Roerich l'ont fait, que peut-être cet élément a été réanalysé comme un simple marqueur Q, marqueur de question. Et ceci est rendu plausible par le fait que la possibilité d'obtenir une question WH d'une clivée est quelque chose que nous trouvons très, très systématiquement à travers les langues. En anglais, on peut dire des choses comme « Who is it that you saw ?» Donc « Who did you see ?» mais aussi « Who is it that you saw ?» par exemple. C'est une même chose en italien. « Chi è che hai visto ?» à côté de « Chi hai visto ?» tout à fait possible. Mais les structures, les questions dérivées des clivées ont toujours un élément interprétatif supplémentaire. Il y a toujours un élément d'emphase que la question simple n'a pas. Donc, chi è che hai visto en italien, par exemple, semble impliquer que je sais que tu as vu quelqu'un et je voulais savoir quelle est la personne que tu as vue, mais je sais que certainement tu as vu quelqu'un. Donc, il y a une implication ici que la question simple n'a pas. Donc, si je demande qui ai visto, simplement, on pourrait très bien, je ne m'attends pas nécessairement que tu auras vu quelqu'un. Ce type d'élément ultérieur d'emphase n'est pas trouvé avec les questions en esque. Donc, ceci rend plausible l'idée de Cheng et Roerich que l'élément soit peut-être réanalysé
comme simple marqueur de question, quoique qu'il est évident qu'il est lié diachroniquement à la dérivation de la structure clivée. En tout cas, il pourrait être un simple marqueur de question. Voilà, ici, on peut faire référence à ce principe d'uniformité qui a été énoncé seulement récemment. Chomsky en a parlé tout au début de son article Derivation by Phase, où il a introduit cette notion importante de phase. Et le principe dit « In the absence of compelling evidence to the contrary, assume languages to be uniform, with variety restricted to easily detectable properties of utterances. » Donc, la première hypothèse qu'il faut faire, c'est l'uniformité quand on compare les langues. Donc, on part de l'hypothèse que les langues sont toutes identiques, ont exactement la même structure. Évidemment, ce n'est pas vrai. Les langues ne sont pas identiques, ont des différences. C'est pour cela qu'on a des paramétrisations. Mais méthodologiquement, il faut partir de l'hypothèse qu'elle soit uniforme. Et puis, on affaiblit cette hypothèse sur la base des données, n'est-ce pas? Donc, empiriquement, nous sommes amenés à conclure que la langue A et la langue B sont différentes par rapport à la propriété A, B, C. Mais Chomsky dit, pour faire de la syntaxe comparative, il faut partir de l'hypothèse d'uniformité. Et même si la chose a été énoncée assez récemment, après tout, c'est vraiment le principe à la base de la syntaxe comparative. Je me souviens très bien que quand j'étudiais ici à Paris avec Kane, Ruvet, j'essayais d'écrire certaines propriétés de l'italien, par exemple la construction causative ou d'autres constructions verbales en italien, mais je ne savais pas très bien comment procéder parce qu'il y avait beaucoup de propriétés communes avec les propriétés françaises qui avaient été étudiées en détail par Kane en particulier, mais aussi des propriétés différentes. Je ne savais pas très bien comment m'y prendre. Et Kane, je m'en souviendrai toujours, m'a dit, bon, tu dois partir de l'hypothèse que l'italien est exactement comme le français. Évidemment, ce n'est pas vrai, mais il faut partir de cette hypothèse. Et ensuite, tu changes le système par rapport à ce qui a été dit pour le français sur la base, quand tu es forcé par les données empiriques, tu changes minimalement le système. Et en effet, je me suis rendu compte que c'est la seule manière de procéder. Il n'y a pas d'alternative. Bien sûr, si vous lisez des ouvrages généraux sur la linguistique comparative, on voit souvent le point de vue opposé qui est présenté, n'est-ce pas? Souvent, on dit non, il faut décrire chaque langue avec ses propres caractéristiques et ses propres moyens, indépendamment de la description de toute autre langue. Mais c'est clair que ce deuxième point de vue ne peut pas fonctionner. Et ne peut pas fonctionner pour une raison banale, qui est que nous avons un peu trop de capacité, un peu trop d'imagination en tant que scientifiques, descripteurs, n'est-ce pas? Et donc, si nous essayons d'écrire une langue sans tenir compte de ce qui a été observé sur les autres langues, nous arrivons à une description peut-être cohérente pour la langue, mais ensuite la comparaison avec les autres langues ne sera pas possible, parce que nous arriverons à toute une série de systèmes qui sont mutuellement incompatibles, tout en étant cohérents pour une langue particulière. Donc la seule manière de procéder, c'est de partir de l'hypothèse de l'uniformité. Il faut dire qu'il y a aussi un risque qui est associé avec l'uniformité, et c'est la raison pour laquelle souvent vous lisez qu'il faut partir de l'indépendance, et c'est qu'on risque de superposer à une langue des caractéristiques d'une autre langue. C'est un risque sérieux, il faut faire beaucoup d'attention aux détails de l'analyse, mais c'est un moindre risque comparé au risque qu'on a si on adopte l'autre hypothèse, le risque étant de n'aller nulle part, fondamentalement, de ne pas pouvoir faire une analyse comparative. Donc, si on adopte ce point de vue, il devient raisonnable, pour notre cas de figure, il devient raisonnable de dire, en tout cas partir de l'hypothèse, que l'anglais ou l'italien ou le français et le gungbe, par exemple, fonctionnent fondamentalement de la même manière. Donc il y a un système syntaxique avec des têtes syntaxiques
qui détermine ce type de structure, qui déclenche l'interprétation. Et il y a une petite différence mineure qu'il faut postuler, qui est que dans certaines langues, ces têtes ne sont pas prononcées. Dans d'autres langues, elles sont prononcées. Mais fondamentalement, l'organisation syntaxique des systèmes est la même. Voilà, on a déjà utilisé le terme syntacticisation par rapport à la morphologie. Maintenant, utilisons-le par rapport à certaines propriétés de la sémantique ou de la pragmatique de ces structures liées au discours qui sont typiquement exprimées dans la périphérie de la phrase, dans la périphérie gauche de la phrase. Donc prenons notre fameuse structure avec topique ou dislocation à gauche clitique, par exemple en italien. Questo libro lo dovremmo leggere domani. En français, ce livre, on devrait le lire demain. On peut penser que en italien, en français, comme en gumbe, il y a une petite tête topicale qui ne sera pas prononcée, contrairement au cas du gumbe, qui, d'un côté, attire l'élément à topicaliser, dans ce cas, questo libro, et ensuite, au niveau d'interface, cette tête guide l'assignation de l'intonation appropriée à cette configuration et aussi, au niveau de la forme logique, guide l'interprétation de cette configuration. L'interprétation étant, la tête topique donne l'instruction, interprète mon spécificateur comme le topique, donc comme un référent par rapport auquel je vais faire un commentaire, et interprète mon complément comme le commentaire qui est fait sur cette structure. Voilà, ici il y a plusieurs raffinements à introduire. Il y a une typologie de topique qui a été analysée dans la littérature, mais on peut rester à ce niveau assez général de caractérisation pour le moment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, interprétation topicale? Essentiellement, ce qui se passe est que le locuteur attire l'attention de son interlocuteur sur un certain référent, le topique, et fait un commentaire sur ce référent. Ce référent doit être connecté au contexte discursif. Il y a cette notion qui est plus ou moins valable dans ce cas en anglais, qui est discourse linking, donc rapport avec le discours. Et on peut montrer que cette notion est pertinente pour les topiques parce que dans une situation où il n'y a aucun contexte préalable, dans les situations qu'on appelle out of the blue en anglais, ou les situations qui répondent à la question qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Supposez que vous entendez un bruit, vous savez que quelque chose s'est passé, vous n'avez aucune idée du type d'événement, des participants dans l'événement, etc., etc. Donc dans ce genre de situation, un topique ne peut pas être utilisé. Il faut qu'il y ait dans le discours un référent utilisable. On verra qu'il faut affaiblir un tout petit peu cette affirmation. Mais en gros, il y a cet effet de linking. Ceci est montré par des petits discours comme la question 1 en italien, che cosa è successo, qu'est-ce qui s'est passé. Là, vous pouvez répondre avec une phrase avec l'ordre fondamental, sujet, verbe, objet. Par exemple, un camion ha tamponato un autobus, simplement. Un camion a percuté un autobus. Mais il est totalement impossible d'utiliser une structure topicale dans ce contexte. Donc, vous n'avez pas a prime un autobus, un camion lo ha tamponato, qui ne serait pas approprié du tout dans ce type de contexte. Pour pouvoir topicaliser le bus, le camion, etc., il faut l'avoir introduit. Par exemple, l'avoir introduit dans la question. Prenez maintenant la question 2. Cosa è successo all'autobus per Roma? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le bus pour Rome et avec celui pour Milan? Là, on peut répondre, en effet, avec une structure topicale, comme dans A. L'autobus per Roma lo ha tamponato un camion.
l'autobus per Milano è in orario. Donc, le bus pour Rome, je peux reprendre ce terme qui était déjà introduit dans la question, et donc l'utilisation du topique est ici légitime. J'ai mis ce petit contraste, le bus pour Rome et le bus pour Milan, parce qu'autrement, comme on avait vu la dernière fois, la réponse naturelle serait simplement avec le sujet nul, n'est-ce pas? Donc c'est là le contraste me force à indiquer comme topique l'un ou l'autre, pardon, sujet nul, ou dans ce cas, comme c'est un objet, l'objet critique. Si je disais simplement qu'est-ce qui s'est passé au bus pour Rome, je pourrais répondre avec une phrase qui contient simplement l'objet critique, sans spécifier le topique, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela que j'introduis cette petite alternative ici. Voilà, ici l'observation que nous avons vue déjà en portugais dans la discussion de Mascarenhas, c'est en effet une vieille observation. Comme je le disais, les quantificateurs ne sont pas compatibles avec la topicalisation. Donc, un A non ho incontrato nessuno, pas du tout possible d'avoir la dislocation à gauche critique. Nessuno l'ho incontrato, tout à fait impossible. La chose s'améliore si nous traitons, si nous rajoutons à ce quantificateur une structure partitive et donc nous introduisons un contexte, nous introduisons un ensemble qui est présupposé dans le discours. On peut imaginer la structure discursiva appropriée, donc quelque chose comme de nessuno di questi uomini politici lo conosco bene. Ici, il y a cet ensemble de ces hommes politiques, ça devient plus acceptable. Ce n'est pas totalement acceptable, effectivement, mais ça devient plus acceptable, en tout cas, qu'un B. Donc les choses s'améliorent dans la mesure où on peut faire référence à un ensemble familier d'objets ou d'individus. On peut étudier la forme phonétique, donc on peut étudier expérimentalement le contour qui est associé à ces structures. Ici, j'utilise le travail de Giuliano Bocci en particulier, et ici cet exemple particulier est pris par un travail expérimental de Bianchi, Bocci et Kruskina sur le contour d'intonation des structures topicales en italien. Donc, si vous avez un bon contexte pour le topique, un A, secondo me, non avranno mai il coraggio di partire da soli per le Maldive, donc on introduit les Maldives, et puis l'interlocuteur peut utiliser une structure topique commentaire en reprenant les Maldives, donc un B. Alle Maldive ci sono andati in viaggio di nozze. Et vous voyez qu'il y a un contour dans l'intonation qui assigne une certaine prééminence à l'élément topical. Et puis surtout, observons que dans le commentaire, nous avons une structure à colline et vallée, donc une structure comme dans les phrases normales, pour ainsi dire. On verra que ça détermine une différence claire et forte avec les structures focales. Voilà, les structures focales. Là aussi, on peut parler de syntaxe. Oui, quand on parle de syntacticisation, à vrai dire, on n'a pas une attitude impérialiste par rapport à la pragmatique et la sémantique, bien sûr, ça n'aurait pas de sens. Mais ça veut dire simplement que les représentations syntaxiques sont interface friendly, donc présentent des structures qui sont d'ailleurs toujours uniformes syntaxiquement. C'est toujours des structures spécificateurs tête-complément où l'interprétation du spécificateur du complément est déterminée par le contenu de la tête. Donc, si la tête est le topique, on aura une certaine interprétation. Si la tête est le focus, on aura une autre interprétation. Si la tête est Q, on aura encore une autre interprétation. Mais la configuration syntaxique est fondamentalement uniforme. C'est toujours spécificateur, tête critériale, complément. Dans le cas du focus, ici on parle de focus correctif,
on a cette configuration. Donc, le spécificateur est l'élément sur lequel la correction porte, et le complément est ce qui est présupposé, c'est-à-dire est la partie de la structure sur laquelle je suis d'accord avec mon interlocuteur. Ma correction ne concerne qu'un aspect de la configuration. Voyons en particulier un contexte. Par exemple, supposez que quelqu'un dit, ici je dois utiliser l'italien parce qu'en français, le focus correctif ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. En italien, en tout cas, quelqu'un dit « Ah, dovreste leggere il libro di Gianni », vous devriez lire le livre de Gianni. Ici, je peux le corriger si je ne suis pas d'accord et dire « Non, non, il tuo libro dovremmo leggere, non quello di Gianni ». Donc, non, ton livre, nous devrions lire, non pas celui de Gianni. En français, la manière naturelle d'exprimer cela est par la clivée. Donc, c'est ton livre qu'on devrait lire. On n'utilise pas tellement, qu'il y a une variation entre les locuteurs sur le niveau d'acceptabilité d'une simple antéposition focale. Souvent, cette structure n'est pas facilement acceptée par les locuteurs francophones parce qu'il y a une alternative, évidemment, qui est la structure clivée. Voilà, là aussi, on peut étudier le contour. Toujours, je me réfère au travail de Giuliano Bocci. Et si vous voyez que le contour est assez différent en italien, l'élément focal correctif, a une très forte prééminence, spécifiquement sur la syllabe tonique. Et donc ici, ti sbagli, tu te trompes. Alle Maldive sono andati in viaggio di nozze. Donc il y a une très forte prééminence. Et surtout, ce qui est frappant par rapport au cas précédent, est que le contour de la présupposition, donc de ce sur lequel je suis d'accord avec mon interlocuteur, est complètement plat. Donc on n'a plus cette structure à colline qu'on avait dans la configuration topicale. Comme on verra la prochaine fois, les langues varient considérablement dans le contour intonationnel qui est assigné. Il y a des langues où les structures topicales et les structures focales ne diffèrent pas du tout du point de vue de l'intonation. C'est simplement la marque morphologique qui dit si on est dans le cas de la structure focale ou dans le cas de la structure topicale. Voilà, pour compléter un peu la description, il y a un autre type de focus périphérique qui a été, je pense que le terme a été introduit, en tout cas en grammaire générative, par Silvio Kruskina, qui l'appelle focus miratif. Donc, c'est un type de focus qui exprime un certain degré de surprise aussi de la part du locuteur, parce que la propriété en question de ce qu'on parle est tombe en dehors, comme je dis ici, des attentes naturelles du locuteur. Donc, le locuteur avait un certain système de croyances, il s'attendait à certaines choses, mais les choses sont différentes, et donc il y a un élément de surprise. Ceci peut être exprimé par le focus miratif. Exemple, et io che credevo che fossero dei poveracci, je croyais qu'ils n'avaient pas un sou, figurati un po', tu te rends compte, alle Maldive sono andati in viaggio di nozze, donc aux Maldives, ils sont allés en voyage de noces. Alors c'est différent de manière intéressante du point de vue du contour de l'intonation, parce que vous vous souvenez, avec le focus correctif, on part en bas, puis on monte très en haut, et puis on revient en bas, tandis que dans le focus miratif, comme Bocci l'observe, bien que Bocci Kruskina l'observe, on part d'un plateau haut, et puis on descend, et il y a la partie présupposée est toujours plate, hein, mais la partie focale a un contour différent par rapport au cas du focus correctif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du focus le plus banal, le focus qui exprime la nouvelle information? Par exemple, quand on répond à une question WH, quel livre as-tu acheté? J'ai acheté le livre de Gianni, par exemple.
Là, ça c'est le focus de simple nouvelle information, où on donne l'information qui est demandée dans la question WH. Il n'y a pas ces éléments supplémentaires, miratifs ou correctifs, qu'on a avec ces autres focus. Alors, ce simple focus de nouvelle information, un Italien ne peut pas utiliser, comme en français d'ailleurs certainement, ne peut pas utiliser la position périphérique. Il faut garder l'élément apparemment in situ dans la partie basse de la structure. Donc, une réponse possible à la question 1 est A, comme j'ai dit, ho comprato il libro di Gianni, non pas A', il libro di Gianni ho comprato. Ce n'est pas une réponse naturelle à la question quel livre hai comprato, quel livre as-tu acheté. Donc, comme Adriana Belletti l'a montré, il y a une position focale basse qui est utilisée pour le focus de nouvelles informations. Cette position est en effet à la périphérie du syntaxe verbal ou du petit VP dans son analyse. On a vu cette position utilisée pour l'inversion du sujet la semaine dernière. Vous vous souvenez peut-être qu'on a observé que quand on a l'ordre verbe-sujet en italien, c'est parce qu'on veut focaliser de manière étroite le sujet. Donc, a telefonato Gianni plutôt que Pierre, par exemple, des choses comme ça, a téléphoné Jean. Avec même ce type de focus de nouvelles informations. Par exemple, on peut utiliser cette position, ou on utilise typiquement cette position pour répondre à une question WH. Vraisemblablement, cette position basse est aussi utilisée dans le cas de la focalisation de l'objet direct, comme dans un A. Donc là, on a l'impression que rien ne se passe, que l'élément est in situ, mais il se peut qu'il soit en effet à cette position périphérique basse qu'on voit utilisée par le sujet dans les structures à inversion du sujet. Voilà, il y a variation. Par exemple, dans certains dialectes de l'italien, le sicilien, par exemple, bon, quand on parle le sicilien, en effet, il y a des dizaines, vraisemblablement des centaines de dialectes siciliens, évidemment, mais en tout cas, dans des formes du dialecte sicilien, et aussi en italien régional parlé en Sicile, mais on trouve la même chose aussi en Sardaigne et dans d'autres régions du sud de l'Italie, on peut utiliser la position initiale aussi comme focus de nouvelles informations. Donc, Kruskina, toujours, nous dit qu'à la demande en A, qui scrivisti, donc qu'est-ce que tu as écrit, on peut répondre en sicilien un B, un articulus scrissi, donc un article j'ai écrit, fondamentalement. C'est la forme normale d'exprimer même le focus de nouvelles informations. Donc il doit y avoir ici une paramétrisation. Les langues diffèrent dans la spécialisation de ces positions périphériques, focus de nouvelles informations, est exprimé dans certaines positions basses, en italien standard, mais déjà certains dialectes de l'italien, certaines variétés régionales, peuvent avoir d'autres propriétés paramétriques. OK. Maintenant, nous avons donné comme acquis que les marqueurs dont nous avons parlé jusqu'à présent ont la représentation en A, c'est-à-dire il y a le marqueur, par exemple, ici c'est le marqueur de focus en Gumbe, qui fait partie de la structure de la phrase, fait partie de la colonne vertébrale, pour ainsi dire, de la phrase, de la séquence fonctionnelle de la phrase. Et cet élément attire un syntagme, un XP, dans son spécificateur, et ce syntagme est externe, évidemment, entre dans une relation spécificateur-tête avec la tête critériale, mais la tête critériale externe par rapport à l'élément. Il y a une alternative à laquelle on peut penser et qui a été en effet proposée. Il y a eu en 2017-2018 un certain nombre de conférences, workshops qui ont été organisés pour le 20e anniversaire du papier sur la périphérie gauche,
et ce n'était pas tout à fait célébratif. C'était de vraies discussions où les gens souvent n'étaient pas d'accord. Et donc, par exemple, Klaus Abels a discuté à Oslo, dans l'un de ses workshops, l'alternative indiquée ici en B. C'est-à-dire, on pourrait penser que les marqueurs ne font pas partie de la structure de la phrase. Mais disons, la seule chose que nous voyons à première vue est qu'ils sont adjacents à l'élément topical ou focal, etc. Donc, ils pourraient faire partie de ce syntagme. Ils pourraient être des sortes de cas, par exemple, une sorte de cas topical ou cas focal, attachés à l'élément, ou des postpositions, comme des sortes de postpositions. Alors, comment on peut choisir entre la représentation A et la représentation B? Évidemment, c'est important de pouvoir motiver, au moins dans un nombre significatif de cas, la représentation A, parce que, en quelque sorte, l'hypothèse critériale dépend ou admet ce type de représentation comme cruciale, sans nécessairement exclure que l'élément peut porter une sorte de cas topical, par exemple, mais il faut toujours qu'il y ait une tête externe qui légitime le topique. Alors on peut imaginer toute une série d'arguments, je vais en illustrer quelques-uns. D'abord, il y a cet argument. Si le marqueur... prenons des cas où une certaine structure, par exemple la structure interrogative, admet et le mouvement et la forme in situ, sans mouvement. Donc, si nous adoptons l'hypothèse A, la prédiction est que seulement dans le cas de mouvement, le marqueur ouais pourra apparaître, ouais ou n'importe quel autre marqueur pourra apparaître parce que cet élément ne fait jamais partie de l'élément. Disons, ce marqueur ne fait jamais partie de l'XP. Et donc, s'il y aura une structure in situ, on ne pourra pas voir ce marqueur apparaître sur l'élément in situ. Par contre, si on adopte une analyse comme B, on pourrait s'attendre à ce que le marqueur puisse apparaître comme une sorte de cas aussi si l'élément se trouve in situ. Alors, on peut montrer, par exemple, un Gungbe. Le Gungbe n'a pas vraiment WH in situ, hein, mais comme en anglais, il y a la possibilité de garder l'élément WH in situ dans les questions écho. En anglais, normalement, on n'a pas la possibilité de laisser WH in situ, mais s'il y a une question écho, par exemple, je dis he went, et puis je dis quelque chose que mon interlocuteur ne comprend pas, on peut dire he went where, avec ce type d'intonation particulière. Ce cas très particulier est ce qu'on appelle WH in situ. Donc on peut faire WH in situ dans les questions écho en Gungbe, et alors, tandis que quand OU est périphérique, il apparaît nécessairement avec le marqueur ouais, quand il est in situ, il ne peut pas apparaître avec le marqueur. Donc on peut dire des choses comme il est allé où, mais le marqueur ne peut pas apparaître. Donc c'est ce qui est attendu si on adopte, l'analyse A, tandis que l'analyse B en tant que telle ne s'attendrait pas directement à cet état de choses. On peut montrer la même chose avec S, que si on pense que S est un marqueur Q, ce qui n'est pas totalement évident, mais on a envisagé cette hypothèse, là il est tout à fait évident. En français, on peut avoir WH in situ sans problème. Donc, qui tu as vu qui, mais qui est-ce que tu as vu, c'est bon. Tu as vu qui est-ce que, évidemment, c'est totalement inconcevable. Et si est-ce que n'est que dans la périphérie, c'est ce qui est attendu. Même chose pour les questions multiples. Dans beaucoup de langues, pas dans toutes les langues, parce qu'il y a des limitations là, mais dans beaucoup de langues, on peut avoir des questions multiples de type What did you give to whom? Qui as-tu donné à qui? En anglais surtout, c'est des structures qui sont très très naturelles, souvent utilisées en français d'ailleurs, sont naturelles aussi. Là aussi, même prédiction. Comme il y a dans ces langues un élément WH qui apparaît dans la périphérie gauche et l'autre qui reste in situ, parce qu'on ne peut pas bouger deux éléments
il n'y a qu'une position disponible dans la périphérie. Il y a des langues qui fonctionnent différemment. Il y a des langues où, dans le cas de questions multiples, tous les éléments WH doivent se déplacer à la périphérie gauche. Certaines langues slaves, par exemple, ont cette propriété. Mais en anglais, en français, non. Il n'y a qu'une position Q, une position WH disponible dans la périphérie gauche. Donc, dans le cas de questions multiples, un élément se déplace et l'autre reste in situ. Alors, on s'attendrait, sur la base de la théorie A, la situation en 2, donc que l'élément WH bougeait, serait en concurrence avec le marqueur, tandis que si Q était une sorte de K attaché à l'élément WH, on s'attendrait à le voir aussi sur l'élément in situ, comme en 3, par exemple. Alors là, on peut utiliser, par exemple, la variété du néerlandais dont on a parlé avant pour montrer qu'effectivement, c'est seulement le premier élément qui porte le marqueur. Donc je me demande qui off, donc ce marqueur, donc la phrase serait quelque chose, je me demande qui a dit quoi, l'ordre étant je me demande qui, quoi, dit A, étant donné que la langue est à tête finale dans la structure du IP, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez que seulement le premier élément, vi, qui a été déplacé à la périphérie gauche, peut porter le marqueur off, ce qui est attendu par l'approche A. Un type d'argument complètement différent concerne le fonctionnement de la coordination. Supposez d'avoir une structure où le topique ou le focus est une coordination de syntagmes nominaux, Jean et Bill, topique, des choses comme ça. Alors, si vous pensez à l'approche où le marqueur est un élément externe, évidemment, à plus forte raison, cet élément devrait être externe à la structure coordonnée. Donc, on aura des structures comme 1, John and Bill, puis marqueur, reste de la structure. Tandis que si le marqueur était une sorte de K, on s'attendrait à pouvoir le distribuer dans la coordination. Donc, avoir John marqueur, Bill marqueur, etc. Donc, pour l'approche A, seulement 1 est possible, tandis que l'approche B serait compatible avec 2 aussi. Voilà, les faits Eno Cabot, toujours nous aident avec le Gungbe, et ici on observe que si vous avez une coordination de focus, de foci, comme Suru a acheté une maison, une voiture, hein, là, vous voyez comment on exprime la coordination dans cette langue, maison et voiture et. Donc il y a le marqueur de coordination qui suit tous les membres de la coordination. Et puis le marqueur de focus qui est externe à la structure coordonnée en 1. Mais si vous essayez de distribuer le marqueur à l'intérieur de la structure subordonnée, vous avez des configurations comme 2 ou 3 qui sont agrammaticales. Donc la seule possibilité, c'est d'avoir le marqueur externe, ce qui est prédit par l'idée que le marqueur est toujours fondamentalement externe, ne fait jamais partie de la structure du focus, en ce cas, ou du topique, etc. Même chose pour le topique. Donc, si vous voulez dire en Gungbe, la maison et la voiture Suru les a achetées, topique, vous avez le marqueur IA qui nécessairement vient après la structure coordonnée, maison, article déterminant qui suit le nom, élément de coordination, voiture, déterminant, élément de coordination, et ensuite vous avez le marqueur topical. Voilà, marqueur Ra en persan. Il y a ce marqueur intéressant en persan qui est parfois analysé comme un marqueur topical parce qu'il est plus naturellement compatible avec des définis, par exemple. Donc il y a toute une série de propriétés de la topicalité.
Là, vous voyez des formes qui ne sont pas du tout ra, vous avez o, ro, etc. Mais c'est des formes alternatives qui dépendent du contexte phonologique où l'élément se trouve, n'est-ce pas? Donc il y a un seul morphème qui peut être prononcé de manière différente. Alors l'observation est que fondamentalement, là aussi, quand vous avez des formes coordonnées, il doit y avoir une seule occurrence de ce marqueur. Ce cas est intéressant si on peut pousser cette analyse. Là, il faudrait voir dans les détails, mais c'est intéressant parce que c'est un cas où ce ra marking n'a pas lieu dans la périphérie gauche, mais dans la périphérie basse, justement, dans la périphérie qui a été analysée par Belletti. Donc, typiquement, l'ordre des éléments est sujet, objet marqué par ra, verbe, ce qui suggère que cet objet interprété comme topical est resté dans la périphérie basse parce qu'il est précédé par le sujet. Donc, ce serait un cas intéressant de marqueur spécifié aussi, marqueur topical ou quasi topical, marqué dans la périphérie basse. Mais tout ça exige l'analyse d'un spécialiste de persan. Alors, un petit cas de l'italien, pas du tout surprenant. En italien standard, normalement, il n'y a pas de marqueur explicite, mais il y a la possibilité d'occurrence dans che, toujours, donc ce fameux élément polyvalent, limité aux structures exclamatives. Donc, dans les questions, dans d'autres constructions WH, on ne peut pas avoir la concurrence de l'élément WH et che, ou un autre marqueur, mais dans les exclamatives, ça c'est possible. Donc, che macchina che hai comprato? Donc, quelle voiture que tu as acheté? C'est tout à fait possible en italien standard. Alors là aussi, si vous avez la coordination, pas possible de répéter ce que. Donc, vous pouvez avoir quante ragazze e quanti ragazzi che sono venuti alla festa, donc avec une seule occurrence de che, mais vous ne pouvez pas le distribuer dans la structure coordonnée. Combien de garçons et combien de filles sont venus à la fête? Okay, toujours même chose. Remarquez qu'il y a une claire différence entre le che qui marque la structure exclamative et le che qui peut être initial dans les syntagmes exclamatifs. Donc, vous avez che macchina et che moto che hai comprato, par exemple, où ce che, encore un élément de la polyvalence de che, correspond à quelle, en français tout simplement. Donc, quelle voiture et quelle moto tu as acheté, fondamentalement. Donc, ici, ce che est clairement interne au syntagme, et donc dans un cas de structure coordonnée, il peut bien sûr, il doit même être répété. Ce qui n'est pas le cas pour le che qui marque la structure exclamative comme tête critériale, ce qui est attendu par ce système. Voilà, on peut observer que nos fameux marqueurs interfèrent avec des processus dans la phrase, comme par exemple le V2, le verbe en deuxième position. Donc il y a, j'ai parlé un tout petit peu de ce phénomène qui caractérise toutes les langues germaniques, les structures principales. Le verbe fléchi se déplace en deuxième position. Alors, vous avez vu que j'ai illustré le marqueur off du néerlandais dans des questions subordonnées. Donc, je ne sais pas qui j'en ai vu, par exemple. Je n'aurais pas pu le faire dans les structures principales parce que ce marqueur ne peut pas apparaître dans les structures principales. Il y a une explication très simple pourquoi c'est le cas. Dans les structures principales, c'est les structures à V2, à verbe en deuxième position. Donc le verbe doit se déplacer et il entre en compétition avec of. Donc ou bien vous avez of, ou bien vous avez le verbe, mais
comme dans les structures principales, le V2 est obligatoire, il n'y a que le verbe fléchi qui peut apparaître dans cette position. Donc, c'est seulement dans les structures subordonnées où V2 ne doit pas et ne peut pas, en effet, s'appliquer, que vous avez l'apparence possible, la manifestation possible de off. Et donc, si on adopte une analyse de V2 comme celle développée par Giuseppe Samo dans sa thèse récente, mais tout à fait dans l'esprit de 30 ans ou plus d'études sur le phénomène V2, l'idée est que dans une structure V2, le verbe fléchi, ici l'auxiliaire avoir, se déplace en position adjacente au premier élément, donc l'élément WH dans une question, ou bien au topique, ou bien au focus, si on regarde des structures topicales ou focales. Et donc il y a cette compétition pour la même position. Si vous avez off, V2 ne peut pas s'appliquer, ce qui est le cas dans les subordonnés. Si vous avez V2, off ne peut pas apparaître parce que les deux éléments sont bien évidemment en compétition pour la même position. Remarquez que ceci vaut si nous admettons l'hypothèse A, nous avons caractérisé de cette manière, c'est-à-dire une hypothèse où ce marqueur est externe par rapport au DP, parce que s'il était interne au DP, on ne s'attendrait pas à ce genre d'interaction avec un processus de la phrase, comme le verbe en deuxième position. Même chose en français, même l'inversion en français, qui a-t-il vu, peut être interprétée comme un cas de V2 résiduel. Donc, si la position est remplie par est-ce que, vous n'avez pas l'inversion. Donc, vous avez qui est-ce qu'il a vu, mais vous pouvez pas avoir qui est-ce qu'a-t-il vu, évidemment. Qui est-ce qu'a-t-il vu? Totalement impossible. Même histoire, compétition pour la même position. Voilà, un cas un tout petit peu différent, et j'avais promis avant de dire quelque chose sur le créole jamaïcain, qui a aussi fait l'objet d'une étude cartographique détaillée dans le livre de Stéphanie Durleman. En créole jamaïcain, et en effet dans beaucoup d'autres langues, nous avons un marqueur, comme un gumbe, etc., sauf que le marqueur se trouve plus haut que l'élément interprété comme focal. Donc vous avez des structures comme, disons, de Bami, focalisé Peter Eats, si j'utilise l'anglais qui est assez proche du créole jamaïcain pour pouvoir être utilisé comme, disons, métalangue. Mais là, ce que vous avez est que le marqueur focal A se trouve en position initiale, donc précède immédiatement l'élément qui est focalisé. Donc quelque chose comme c'est ce gâteau que, bon, je ne sais pas, Bami exactement comment c'est traduit, mais en tout cas que Peter mange. Donc ce A est un marqueur focal, mais il se trouve dans une position plus haute. Comment traiter ça? Durleman fait l'hypothèse que, en effet, A se trouve dans la position de tête focale, en autre sens, où il attire le mouvement de l'élément focalisé. Donc l'élément A se trouve là et il attire Bami, dans ce cas, en position focale. Et ensuite, A, à son tour, est attiré à une tête plus haute, ce qui détermine cet ordre linéaire. Il est tout à fait concevable d'avoir ce type d'opération. On verra que, par exemple, l'élément qui porte la flexion verbale attire le sujet dans une langue comme le français ou comme l'anglais, mais ensuite, cet élément peut à son tour être attiré à une position plus haute, par exemple, quand il y a inversion. Donc, Durleman propose cette analyse. Un autre exemple qui a ces marqueurs systématiquement avant l'élément qui fonctionne comme topique ou comme focus est le maori, donc une langue austronésienne analysée par Peirce essentiellement
de cette même manière. Vous avez ces marqueurs ko et na qui marquent respectivement le topique et le focus qui précèdent l'élément interprété comme topique ou comme focus. Alors on peut penser dans ce cas d'étendre l'analyse de d'Hürlemann. Bon, on peut là aussi envisager deux hypothèses quand il y a ce marqueur très nominaux. On pourrait d'un côté avoir l'analyse de Hürlemann qui indiquait un A, qui est l'analyse critériale, avec ce pas ultérieur, ce mouvement ultérieur du marqueur à une position immédiatement plus haute. Ou bien on pourrait dire simplement, mais peut-être ce qui se passe est que le marqueur focal est une sorte de préposition attachée au dp en question, et donc la structure a un constituant qui est formé par l'élément focalisé, par exemple, et son marqueur comme configuration unique. Alors là aussi, on peut utiliser au moins l'un des tests qu'on a vus avant, le test de la coordination, pour montrer qu'effectivement, un seul élément focal peut apparaître, pas deux dans un cas de structure coordonnée. Donc, supposez que vous avez quelque chose comme j'ai vu le garçon et la fille la nuit dernière, vous voulez focaliser le garçon et la fille, donc vous devez avoir le marqueur A qui précède la structure coordonnée, ce qui est prédit si A est externe, et il ne peut pas se distribuer dans la structure, donc vous ne pouvez pas avoir 16B, donc A le garçon et A la fille, etc., etc., ce qui serait compatible avec l'idée que nous avons des PP. On peut très bien avoir qu'une préposition se distribue sur les membres d'une coordination, par exemple avec Jean et avec Pierre, par exemple, c'est tout à fait possible, n'est-ce pas? Donc, on s'attendrait à avoir ce type de structure. Donc, ce type d'argument, évidemment, il faudrait développer ultérieurement l'analyse, suggère que quelque chose comme l'analyse de Hürlemann va dans la bonne direction, même pour ces marqueurs qui précèdent les structures. Voilà, je pense qu'on peut rapidement conclure, et puis il y aura quelques minutes disponibles encore pour la discussion. Nous avons vu un nombre important de cas où les marqueurs critériaux, donc des marqueurs comme tête topique, focus, Q, etc., font partie de la structure fonctionnelle de la phrase et prennent l'XP à focaliser, à topicaliser et à traiter comme élément de question dans son spécificateur. Voilà. Donc, ceci est montré par plusieurs types d'arguments de nature assez différente. Nous avons vu d'un côté le fait que ces marqueurs se manifestent sur les éléments ex situ, donc sur les éléments déplacés, et non pas sur les éléments in situ, suggère que l'élément naît déjà dans la structure périphérique, la distribution par rapport à la coordination, et l'interférence avec d'autres processus, comme le verbe en deuxième position. Il y a là une interférence qu'on ne s'attendrait pas si le marqueur était interne au syntagme. Donc, par exemple, le cas du syntagme déplacé en première position n'interfère pas avec V2 en allemand, n'a aucune incidence parce que c'est un élément simplement interne à la structure. Il se peut que d'autres cas, en effet, montrent qu'aussi dans certaines situations, la deuxième structure est correcte. Donc, la structure que nous avions là. Non. Voilà. La structure B pourrait être correcte dans certains cas. Après tout, rien n'empêche, au niveau de la grammaire universelle, de pouvoir marquer avec une sorte de cas
ou une sorte de postposition certaines propriétés. Mais ce qui est essentiel dans l'approche critériale est que si, dans certains cas, quelque chose comme B peut être correct, il faut en réalité combiner B et A. Il doit aussi y avoir une tête externe qui détermine la présence de la position critériale. En effet, pour revenir à la conclusion, dans la discussion de Stéphanie Durleman sur le créole jamaïcain, elle montre bien que si le marqueur focal a les caractéristiques que nous avons vues, donc un élément externe qui est à son tour attiré, elle montre qu'un élément qui peut être plausiblement interprété comme marqueur topical, l'élément D qui figure avec le topique, elle montre que cet élément est un effet interne à la structure topicale. Donc, ce serait un cas de marquage interne de l'élément en question. Mais ça, c'est totalement compatible avec une hypothèse comme l'hypothèse critériale. D'ailleurs, ce qui n'est pas exclu est que dans certains cas, il y a un double marquage externe et un marquage interne. Après tout, si vous pensez aux éléments WH, et pensez aux éléments WH dans une langue comme les variétés du néerlandais qu'on a discuté, d'un certain point de vue, l'élément est marqué morphologiquement comme un élément Q étant un élément WH, justement. Donc il y a un marquage interne, et en plus il y a le marquage externe déterminé par cette particule-ci. Donc il n'est pas impossible de concevoir aussi des situations où le marquage interne s'applique. Mais ce qui est important pour notre argumentation est qu'il y a plusieurs cas à travers la langue très solidement attestés où le marquage doit être externe, et ceci soutient l'hypothèse critériale sous le principe d'uniformité, n'est-ce pas? L'idée que fondamentalement nous avons le même type de structure systématiquement représentée à travers les langues, avec une paramétrisation relativement banale, qui est le fait que la tête critériale peut être prononcée ou non. Il y a d'autres formes de paramétrisation importantes. On a déjà vu une forme de paramétrisation plus substantielle. Par exemple, les langues peuvent se spécialiser dans l'utilisation de la position périphérique de focus. Dans certaines langues, ça peut être focus de nouvelles informations. Dans d'autres langues, c'est uniquement un focus spécial, un focus correctif ou un focus miratif. Il y a d'autres types de spécialisation, par exemple de paramétrisation. Quelque chose dont on va parler la semaine prochaine, c'est que dans certaines langues, vous pouvez avoir une prolifération de topiques. Vous pouvez avoir autant de topiques que vous voulez. Dans la langue romane, ce livre à Pierre, je lui donnerai, etc. On peut avoir 2 topiques, on pourrait en avoir 3, on pourrait en avoir 4, sans aucun problème. Pour le focus, c'est différent, on verra la semaine prochaine. Mais il y a des langues où le topique aussi est fondamentalement unique. Donc, vous avez des langues atopiques uniques et des langues atopiques multiples. Pour le focus, c'est différent. En général, les langues n'admettent qu'une position de focus périphérique. On discutera ça en quelques détails. Donc, ceci, c'était pour dire que des formes de paramétrisation non banales doivent être postulées, mais en ce qui concerne la nature de ces configurations, plutôt que de proposer que les langues utilisent des configurations totalement différentes, des structures d'adjonction, par exemple, ou autres types de structures, on peut essayer de pousser l'hypothèse que toutes les langues utilisent la même structure, cette configuration critériale, où il y a une tête externe qui déclenche le mouvement et qui déclenche le processus interprétatif, et puis il y a ce paramètre banal, un paramètre d'externalisation, étant donné la typologie des paramètres dont on a brièvement parlé la semaine dernière, paramètre banal qui dit dans certaines langues la tête critériale est prononcée, dans d'autres langues elle n'est pas prononcée fondamentalement.
mais ceci est compatible avec une structure configurationnelle, une syntaxe qui est fondamentalement homogène dans des langues comme l'anglais et dans des langues comme le Gungbe, sauf les autres paramètres plus intéressants auxquels, que j'ai brièvement évoqués. Bien, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Donc je vous remercie pour votre attention aujourd'hui aussi. Et si, comme il y a encore quelques minutes, je reste à votre disposition si vous avez des questions sur ce qu'on a dit aujourd'hui, sur ce qu'on a dit la semaine passée, sur n'importe quel élément. Je vous rappelle aussi que si vous avez des questions et vous voulez les formuler de manière un peu plus calme et articulée, vous pouvez m'écrire. Et j'essaie ou bien de répondre par écrit ou bien de répondre ici si la chose peut avoir un intérêt général. Voilà.